Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission, l'immobilier, l'émission qui se préoccupe de toutes les questions immobilières dans notre pays. L'occupation anarchique des terres du Bénin, en particulier celle de la ville de Cotonou, nous préoccupe dans cette émission et donc nous allons en parler. Le thème de ce numéro, c'est l'occupation des terres dans la ville de Cotonou, pour ne pas dire l'occupation de l'espace, traces du passé, enjeux du présent. Nous ferons donc avec notre invité quelques projections futuristes. Alors, mesdames, messieurs, merci de garder votre position et de suivre cette émission. Vous le savez, Cotonou est devenu au fil des années un phénomène préoccupant dont l'organisation bouleverse un peu les donnes en matière d'aménagement du territoire, entre construction hors normes, empiètement sur le domaine public et utilisation irrationnelle des espaces. La capitale économique peine à préserver sa cohérence spatiale. La thématique de ce jour, je viens de l'annoncer tantôt, porte sur la gestion des terres dans la capitale économique du Bénin. Je veux parler donc de la ville de Cotonou et c'est bien pour cela que nous l'avons intitulé « Occupation des terres dans la ville de Cotonou, traces du passé, enjeux du présent ». Pour en parler, nous avons sur ce plateau celui-là qu'on ne présente plus dans l'espace de l'expertise foncière, j'allais dire. Il s'agit de Daouda Moussé. Daouda Moussé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste. Vous êtes expert juriste foncier, il faut le rappeler, spécialiste de processus d'expropriation et de processus de réinstallation des personnes affectées par l'expropriation. Vous êtes médiateur agréé en prévention et règlement des conflits près le CAMEC Bénin. Vous êtes enseignant, formateur en gouvernance foncière et en bail d'habitation. Et ça, on le sait, vous êtes auteur de plusieurs livres sur les politiques foncières béninoises et vous êtes également, pour finir, président de l'ONG Sauvons la Terre. Comment se porte l'ONG Sauvons la Terre? L'ONG Sauvons la Terre se porte très bien, monsieur le journaliste. Permettez-moi, puisque vous êtes la première à me recevoir sur un plateau de télévision tout au début de cette année. Je voudrais, avec votre permission, profiter de vos caméras pour souhaiter mes vœux de nouvel an au couple présidentiel. Il s'agit de son Excellence Patrice Talon et la première dame, ses enfants. Je voudrais également renouveler mes vœux à l'ensemble des ministres de la République, en particulier le ministre des Finances et de l'Économie. Renouveler mes vœux à l'ensemble des directeurs généraux de la République, en particulier le directeur général des impôts, à cet ensemble des artisans et paysans grâce à qui nous achetons, nous mangeons, à tout le personnel de la maison Eden TV, aux élèves et étudiants à qui j'envoie mes courages pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, ce que les parents attendent une fois encore. Merci à vous. L'ONG Sauvons la Terre se porte très bien. Alors, rentrons alors dans le vif du sujet et parlons de l'occupation de l'espace dans la ville de Cotonou. Quel état des lieux peut-on faire? Alors, monsieur Moril, pour parler d'état des lieux de l'occupation des terres, en particulier dans la ville de Cotonou, il faut remonter déjà à la période coloniale. Je vais déjà dire, parler des années
1873 à 1960. Alors, le colonisateur qui représentait l'administration coloniale, pour s'installer, il a besoin de terres. Il a besoin de terres pour construire des infrastructures telles que le port autonome de Cotonou et beaucoup d'autres infrastructures. Alors qu'il a quitté ailleurs pour s'installer, pour venir coloniser le Bénin, le Dahomey, il n'a donc pas apporté des terres de son pays d'origine. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a procédé par des achats forcés de terres et par des expropriations déguisées pour pouvoir avoir l'ensemble des terres dont il a besoin. Des expropriations déguisées parce qu'en réalité, lorsque le colonisateur estime que toutes les terres vacantes et sans maître tombent directement dans le patrimoine de l'État colonial, alors même que les experts s'accordent à constater qu'en réalité, il n'y a pas de terre sans maître et il n'y a pas de terre vacante. Mais le colonisateur appuie sa gâchette sur deux leviers. Il y a des achats forcés de terre et il y a des expropriations déguisées. Alors, c'est par ces deux procédés que le colonisateur a appuyé pour avoir des terres propices à sa politique. Et tenez-vous tranquille, le colon a installé des infrastructures. Le colon, en son temps, a effectivement tracé des voies. Lorsque vous constatez des caniveaux qui sont faits et couverts, il faut savoir que c'est des caniveaux qui étaient faits au temps du colonisateur. Ça voudrait dire quoi? L'espace, le peu d'espace occupé par le colon avait été bien géré et contrôlé. Très bien. Les lotissements étaient réguliers, c'est-à-dire bien faits. Très bien. Alors, sauf que Cotonou se résumait à quelques quartiers. C'est ça. Tels que, par exemple, vous allez voir les quartiers du port autonome, Djonké, Khoulakodji, Zongo, Saint-Jean, Kadiaou, la zone de la préfecture, dans une certaine mesure, le quartier Kourounou. Alors, au départ du colonisateur, l'administration dahomienne ou béninoise tombe alors dans les mains des autorités politico-administratives béninoises dahomiennes. Tout à fait. Alors, sauf que les politiciens ou les autorités politico-administratives, juste à ce point, ont raté un tournant décisif de l'histoire du Bénin quant à l'utilisation des terres. Ah bon? Quel est ce tournant décisif qui a été raté? Dites-nous. Lorsque les Blancs se sont retirés, les autorités politico-administratives allaient systématiquement exproprier toutes les terres du Bénin à travers les structures déconcentrées telles que les districts, les sous-préfectures, etc. Si bien qu'aujourd'hui, non seulement on allait dire que l'État assure la gestion du territoire national, mais les terres du Bénin allaient appartenir exclusivement à l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce niveau, monsieur le journaliste, si toutes les terres appartiennent à l'État, ça voudrait dire que la gestion, y compris les achats, ventes, les baux, etc., les locations, allait être la chose de l'État. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et a eu pour conséquence quoi? Qui a eu pour conséquence le fait qu'une parcelle de 500 mètres carrés, le propriétaire ou le présumé propriétaire, qui est une personne physique, va vous la vendre ici à 500 millions. On vous dit à prendre ou à laisser, parce que c'est pour lui. La même parcelle, quelqu'un d'autre peut venir vous dire que c'est 400 millions.
etc. Or, si c'était l'État qui régulait, qui avait le territoire, toutes les parcelles, lorsque l'État dit le mètre carré à 10 francs, c'est que c'est à 10 francs pour tout le monde. Monsieur Espermoussé, cette procédure, si l'État avait pris en charge les terres, l'expropriation dont vous parlez, ça aurait aussi peut-être permis à l'État de construire depuis les années 60 les logements sociaux, par exemple. Absolument, on allait en venir parce que lorsque les terres, le territoire, toutes les terres appartenaient à l'État, est-ce qu'aujourd'hui l'État aura de difficultés à aller exproprier? On n'allait même plus parler d'expropriation. Et comme vous le dites, si vous faites la différence en 10 ans, les bâtiments administratifs loués par l'État auprès des personnes physiques, c'est des milliards de perdus pour abriter nos administrations. Or, ceci se passe parce que nous n'avons pas de terre, parce que nous n'avons pas su anticiper. Donc, c'est en réalité, pour le compte de la gestion des terres, c'est un tournant décisif que nous avons raté. Nous avons raté et la gestion des terres est tombée banalement dans les mains des personnes physiques. Aujourd'hui, quand vous allez dans les zones rurales, les terres rurales appartiennent beaucoup plus aux individus. Qu'à l'État. Et de façon même exagérée, en griffe, puisqu'on va vous dire que quelqu'un détient 200 hectares. C'est ça. Alors que l'État en manque. L'État même central en manque. On va vous dire que quelqu'un détient 100 hectares de parcelles. Alors, nous avons raté un tournant décisif. Alors qu'en son temps, nous n'étions même pas 5 millions de Béninois pour toujours la même superficie de terre. Ça veut dire que l'opération allait être facile à faire. Mais on va vous parler de manque de moyens, etc. À partir du moment où les autorités ont pris la gestion du pays en main et ils n'ont pas pu exproprier, elles ont continué dans la gestion des terres. Et de la façon la plus mauvaise, tenez-vous tranquille. La plus mauvaise parce que si vous voyez aujourd'hui des carnivores à ciel ouvert, il y a 10 ans, 30 ans passés, sachez que c'est construit par les autorités politico-administratives béninoises. Les histoires de lotissement, qui un temps étaient très bien faites par le colonisateur, une fois tombées dans les mains des autorités administratives béninoises, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des lotissements, les autorités ont dit, mais non, écoutez, la façon dont le colon pratiquait était une façon solitaire. Et ça, c'est un raisonnement intelligent. Alors là, intelligent. Et appréciable. Parce que les autorités disent non, on ne peut pas gérer la question des lotissements de façon solitaire. Il faut associer le peuple à la base. Ce qui était bien, monsieur le journaliste. D'où les fameux comités de lotissement qui représentaient le peuple. Mais là encore, ce fut un échec parce que vous avez constaté que dans une zone de lotissement, c'est-à-dire on veut lotir le quartier Zongo, mais on constate que le président du comité de lotissement est de Kindonou. C'est malhonnête. Alors qu'il n'a même pas de parcelle à Zongo. Mais il se fait qu'il est infiltré dans le comité de lotissement. Et plus loin, c'est que nous avons hérité une loi foncière du colonisateur. C'est la loi 65-25 qui régit le foncier de façon globale
au Bénin, qui a été héritée du colon. Qu'est-ce que cette loi dit en matière de lotissement, par exemple? Cette loi-là explique que lorsque je veux lotir un espace, un périmètre de 100 hectares, il faut d'abord prendre le titre foncier pour les 100 hectares. C'est plein de sens. C'est plein de sens parce que à partir du moment où le pourtour a été immatriculé, comme on le disait avant, personne ne pouvait plus venir dire que mon titre foncier individuel ne peut plus être touché. Personne ne peut plus vous opposer l'intangibilité du titre foncier. Mais les autorités politico-administratives ont bafoué cette procédure et ont continué à faire des lotissements sans immatriculer, sans confirmer les droits des zones à lotir avant de procéder au lotissement. Ce qui a abouti à beaucoup de plaintes, beaucoup de procédures mal faites. Et donc, lorsque vous prenez le cas de Cotonou, vous voyez des zones humides qui ont été morcelées et vendues. J'en venais. Voilà, ça veut dire que désormais, les populations occupent la place que doit occuper l'eau. Et vous savez, est-ce qu'on peut barrer la voie à l'eau? On ne peut pas. Espère Daouda Moussé. Et Cotonou, dans les études, on sait que Cotonou a été bâti sur l'eau et que la ville de Cotonou a évolué progressivement pour s'étaler et pour qu'on obtienne ce qu'on a aujourd'hui. Vous l'avez dit, Cotonou s'arrêtait à Kourounou pratiquement, sinon au départ, on va dire Zongo, certains parlent de Saint-Rita, d'autres parlent d'Étoile Rouge. Mais le problème, vous l'avez soulevé, que l'État n'a pas très tôt, l'État central après la coordination, n'a pas très tôt pris les choses en main, à laisser le champ libre aux propriétaires terriens et qui ont donc se sont accaparés des espaces, même humides, comme vous l'avez dit dans la ville de Cotonou, et ces façons de faire n'ont pas favorisé la viabilisation, l'occupation de l'espace dans la ville de Cotonou. Nous avons vu quand même qu'il y a eu de nombreuses conséquences avec l'inondation, avec tout ce qu'on sait. Et aujourd'hui, il y a même des quartiers qu'on peut appeler ghettos, parce que l'accès non seulement est difficile, mais c'est des populations très pauvres qui habitent ces quartiers et on ne peut pas les contrôler. Pour une ville comme Cotonou aujourd'hui, M. Daouda Moussé, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même améliorer l'image de la ville? Faut-il déménager des personnes pour mettre de l'ordre, pour rétablir l'ordre? Que faut-il faire dans ces conditions? Alors, je crois déjà que vous aviez évoqué les efforts, beaucoup d'efforts qui ont été faits par des gouvernants successifs pour donner une image à la ville de Cotonou. Notamment, vous avez entendu parler des opérations de 3C et beaucoup d'autres projets pour quand même essayer... On vous a parlé de bassin IS. Voilà. Et malgré tous ces efforts, nous constatons qu'à chaque période de pluie, nous avons des difficultés. Et pourquoi? Parce que, écoutez, si vous vous installez à la place de l'eau, vous pouvez mettre tout le budget des États-Unis dans la ville de Cotonou seul. Ça ne va pas régler le problème parce qu'évidemment l'eau doit passer. Or, les populations se sont installées. Lorsque vous parlez de ces quartiers ghettos, non, vous savez, ces quartiers que nous n'allons pas peut-être stigmatiser ont leur histoire, ont leur raison d'être. Monsieur le journaliste, dès que vous quittez Malanville,
et que vous décidez de venir à Cotonou pour acheter des accessoires de vos véhicules, on ne va pas vous parler de 2 quartiers à Cotonou. On va vous parler de Zongo. C'est clair. Dès que vous avez votre portable qui a peut-être un souci, on va vous dire d'aller à Sainte-Rita, peut-être en face de l'Avon qui fait face à l'église, la grande église Saint-Michel. Je veux dire, on va vous dire d'aller à Saint-Michel et qu'il y a des... voilà la zone où vous pourriez trouver... Il y a le quartier des réparateurs de téléphones. Merci. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces quartiers dits ghettos ont réalisé leur raison d'être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les laisser en l'état? Non plus. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il faut rimer ces quartiers à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est de construire aussi des infrastructures dans ces genres de quartiers, de les viabiliser pour que ces gens de personnes continuent leurs activités, parce que c'est nous qui nous déplaçons dans les quartiers dits meilleurs, jolis, pour venir s'approvisionner dans ces gens de quartiers. Donc, il ne faut pas, du coup, les raser, les supprimer, sauf qu'il faut les adapter à des réalités. Et lorsqu'on sait que l'État, dans certains pays, existe des modèles de construction dans certains quartiers de ville, et que vous disiez tantôt dans votre développement que c'est l'État qui a laissé le champ libre aux gens, donc de devenir propriétaires terriens au lieu de s'approprier très tôt les terres pour, par exemple, construire les logements sociaux et autres. Face à cette situation, quelle est la part de la responsabilité de l'État pour permettre quand même que la ville puisse avoir un nouveau visage? Alors, nous avons commencé par l'historique. Ce que nous appelons le passé. Et nous glissons vers l'époque où nous en sommes, c'est-à-dire l'année 2025-26, si vous voulez. Tout à l'heure, je disais que chaque régime, chaque gouvernement, notamment Kérékou, Yahi, Soglo, ont mis leur pied à l'édification de cette ville. Malgré ça, les problèmes demeurent. Il reste à faire. Mais attention, nous allons parler d'un président, de la politique du développement d'un président. Et vous allez me permettre, puisque nous ne sommes pas à une émission politique. Politique, bien sûr. Nous ne sommes pas en politique, en campagne non plus. Et d'ailleurs, les campagnes ont pris fin. Ont pris fin, et puis voilà les résultats des élections. En 10 ans de la gestion du président, son Excellence Patrice Talon, je peux vous dire que dans la sous-région, je n'ai pas encore vu un président élégant. Élégant comme son Excellence Patrice Talon, dans déjà sa manière de s'habiller déjà. Contrôler tous les présidents de la sous-région. Je commence par là. Voulez-vous dire que c'est sa façon de s'habiller qu'il a implémenté élégant dans les l'habillement, de la ville, dans la prise de parole, mais élégant dans sa politique de transformer ce pays, notamment la ville de Cotonou. D'accord. Je ne veux citer que, en quelques années, 9 ans,
vous avez vu tout ce qui a été implanté déjà dans la ville de Cotonou pour résoudre un temps soit peu. On a vu que beaucoup de choses ont été rasées aussi. Le problème, pour résoudre, pour faire, il faut casser. Vous avez vu les bâtiments administratifs, et je vous disais ici que c'est des milliards que l'État perdait dans les locations de ces bâtiments auprès des personnes physiques. Aujourd'hui, regardez la tour ministérielle et beaucoup d'autres bâtiments. Quand vous prenez Cotonou, les voies sont régulièrement nettoyées avec la société de gestion des ordures. Oui. Et Dieu seul sait si, pendant des années, nous sommes restés sans payer aucun franc, y compris vous et moi. Bien sûr, bien sûr. Les voies sont nettoyées. Lorsque vous allez dans un quartier comme Akpakpa, Akpakpa aujourd'hui est métamorphosé. Je ne parle plus de l'arrêt vive. Monsieur le journaliste, en matière d'urbanisation, c'est-à-dire de la gestion de l'espace, le régime du président Talon a été le premier de l'histoire à promulguer la loi sur l'urbanisme au Bénin. Et quand nous parlons de l'urbanisme, nous parlons de la gestion des espaces. Et tenez-vous tranquille. Je vous souffle déjà qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus construire des bâtiments dans certaines zones comme vous voulez. Vous allez respecter ce que dit la loi sur l'urbanisation. Vous dit que ici, ce sont des R+1 avec des clôtures qu'il faut. Vous respectez ça? Est-ce que vous voulez dire que ces normes existent déjà? Ça existe déjà. Vous savez, on nous a toujours dit, c'est l'inculture qui nous gêne. Si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut la mettre dans un ouvrage. Oui. Les lois là existent déjà. Et ça serait strictement observé. Pourquoi? Parce qu'à côté, on vous dit si vous voulez construire votre logement, c'est-à-dire où vous dormez, vous devez prendre le permis de construction. Oui. Et plus loin, avoir... Et pour prendre le permis de construction, le permis de construire, c'est que vous déposez un dossier. Bien et sûr. c'est dans votre dossier qu'on voit ce que vous voulez construire. Pour vous dire non, là, cette zone-là ne peut pas abriter ceci. Donc, nous sommes... Et ceux qui habitaient déjà la zone et qui ont déjà des taudis, ou je suis trop sévère, mais qui ont déjà, par exemple, 2 chambres à coucher, un salon. Ils vont se conformer à la loi. Lorsque on vous dit, ils vont... on ne va pas les dire. Ou carrément, ils seront obligés de vider les lieux. Monsieur le journaliste... Amicalement, de chercher des propriétaires, revendre leur maison et partir des lieux. Vous avez fait sortir une expression. Avec quels moyens? Les téléspectateurs vont me trouver peut-être pour la première fois de bizarre. Je vais vous dire quelque chose. Vivre à Cotonou, ça a un coût. Tout le monde n'est pas destiné pour vivre dans une capitale, et c'est dans toutes les capitales du monde. Vivre à Cotonou, vous ne quittez pas quelque part dans un village pour venir. Non, vivre à Cotonou, vous le savez. Le bâtiment, une chambre, un salon, que vous pouvez prendre à Boycon par exemple, à 20 000 francs, on va vous l'imposer ici à 50 000 francs. Vous pouvez quoi? Vivre à Cotonou, ça a un coût. Donc, vous n'êtes pas fait quand on vous dit que dans cette zone, voilà le genre, le type de bâtiment qu'il faut construire. Si vous n'avez pas les moyens,
vous vendez votre terrain et puis vous allez vous installer où c'est permis. Parce que force doit rester à la loi. Je constate que vous abordez déjà les enjeux du présent, mais est-ce que ça ne pose pas un problème si tout le monde ne peut plus rester dans la ville de Cotonou, alors que nos parents ont acheté des terres à Cotonou, et parce qu'on nous impose un type de bâtiment, on doit pouvoir partir, ça ne pose aucun problème? Non, ça ne pose pas de problème. Je vous répète que vivre à Cotonou, ça a un coût. Cette phrase est pleine de sens. C'est-à-dire, Cotonou n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est pourquoi vous voyez la pénibilité de la chose. Ceux qui peuvent vivre n'y voient pas de problème. Hein? Non, 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 du tout pas. En réalité, c'est ceux qui ne devraient pas s'y installer qui voient de problème. Mais je vais simplement inviter l'État. Parce que, quelles sont ces raisons? Pourquoi la ville de Cotonou est peuplée? Et pourquoi les capitales de tous les pays sont peuplées? Monsieur le journaliste, citez-moi un seul ministère de ce pays qui soit logé à Boycon, à Parakou, à Mananville. Il n'y en a pas. Tous les ministères sont ici. Parce que les ministres sont ici. Quelqu'un... Parce que les ministres sont à Cotonou. C'est ce que je dis. Vous pensez qu'on ne peut pas faire la politique de décentraliser les ministères? Et moi, je le dis pour vous dire, à partir du moment où les ministères sont ici, les gens là, chacun vient vivre ici avec sa famille. Je suis en train de vous dire les raisons pour lesquelles on a à Cotonou qui a tout fui. Et si vous travaillez dans un ministère, vous n'iriez pas louer à Sekandji. Vous allez louer, vous allez chercher à louer ici. Monsieur le journaliste, j'en connais des parents qui vivent à Bomekalavi, à Porte-Novo, mais qui chaque matin amènent leurs enfants à l'école à Cotonou. Vous savez pourquoi? Quand vous prenez les écoles les plus stylées du Bénin, elles se trouvent où? Elles se trouvent à Cotonou. Vous voulez citer Notre-Dame, vous en avez un, on ne va pas leur faire de la publicité ici. Mais si j'ai les moyens d'inscrire mon enfant dans une école de référence qui est implantée à Cotonou, pour raccourcir la distance, je suis contraint de louer pour lui ici. Et on sait ce que coûte le loyer à Cotonou, par exemple, et que proposez-vous pour atténuer un tant soit peu cette situation de coût de loyer, alors qu'on sait que des réformes ont été encore effectuées, revivent tout à fait bien asphaltées partout, d'autres quartiers. Peut-on résister à l'inflation des coûts de loyer dans la ville de Cotonou? Oui, j'ai deux propositions pour les gouvernants. La première, c'est le cas de nos étudiants. Les étudiants sont à Bomekalavi? Non, exactement. Sauf ceux qui sont dans les universités privées qui quittent ailleurs pour venir étudier à Cotonou. Absolument. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes à Mananville. Votre enfant vient d'avoir le baccalauréat. Il doit continuer dans une université au sud d'ici, à Cotonou, par exemple. Vous êtes obligé de venir louer pour lui ici. Je souhaiterais, ou j'envoie ce message fort au gouvernement, à côté des réserves administratives que disposent déjà les communes, l'État central, d'abord, doit chercher à avoir des réserves foncières. Je ne parle pas des réserves administratives. La notion des réserves foncières
renvoie à quoi? L'État lance dans la commune d'Abomey-Calavi des communiqués au fin d'acheter des espaces auprès des particuliers. Ah, nous sommes dans le besoin d'acheter 50 hectares ici. Qui en a? La terre appartient beaucoup plus aux particuliers. J'achète et je garde ça. C'est l'État ça. Ça fait un. Donc, à travers les achats-ventes, l'État arrive à avoir des réserves foncières. À travers les préemptions. Ça veut dire quoi? Une personne, un individu dit que je veux vendre mes 10 hectares. L'État se pose en première position pour acheter ces 10 hectares. Alors, lorsque nous allons parvenir à instaurer cette politique d'avoir des réserves foncières, vous allez voir premièrement que les expropriations vont diminuer. Parce que l'État a déjà anticipé et a acheté ses propres terres. Et ces terres-là vont servir à faire quoi beaucoup plus? La politique des logements et donc de la rationalisation des espaces. Nous avons déjà commencé par les logements sociaux, mais il faut que l'État avance beaucoup plus au niveau de type logements sociaux étudiants. Parce que vous savez qu'un étudiant ne peut pas aller à Ouedo, vous savez. Mais ici, vous allez constater que des fois, ce n'est pas des moyens financiers qui ne sont pas au rendez-vous au niveau de l'État, mais c'est beaucoup plus des espaces où implanter ces infrastructures. Surtout avec le régime de talons, je ne pense pas que ce soit de l'argent qui manque. C'est beaucoup plus peut-être si nous allons implanter ces infrastructures ici, il faut dégager déjà assez de personnes. Alors, nous irons dans la politique des réserves foncières pour quand même dire que ici, par exemple, tous les étudiants qui vont quitter l'intérieur du pays, pour des raisons d'études, le gouvernement met ce bâtiment R+5 à leur disposition. Et comme ça, nous allons voir si ceux-là qui construisent pour des raisons économiques vont continuer à élever le montant lorsqu'ils ne verront personne pour louer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent construire pas pour y habiter. Parce qu'ils savent que vous allez venir louer. Vous êtes dans un ministère, vous êtes étudiant, vous allez louer. Donc, lui dit que son bâtiment est à 100 000. Dès que vous ne prenez pas, il y a déjà quelqu'un là qui doit prendre. Donc, toutes ces raisons font que Cotonou aujourd'hui est, comment on appelle, est déjà peuplé. Voilà. La politique qu'il faut faire pour décongestionner un tant soit peu, c'est de créer d'autres nouvelles villes autour de la ville de Cotonou. Et vous parliez de la ville de Cotonou anarchiquement occupée. Dans ce sens également, faut-il créer d'autres villes, comme vous le dites, puisque Cotonou est anarchiquement occupé. Que faut-il faire par rapport à cela? Puisque vous avez trouvé une solution, par exemple, aux étudiants et tout ça, que faut-il faire dans ce sens? Alors, vous voyez, lorsque je parle d'anarchiquement, nous étions en train de faire allusion, par exemple, à des zones qui ne devaient pas être occupées. Comme les zones humides. Qui ont été morcelées, comme les zones humides. Oui. Et Cotonou, par essence, on parle des bas-fonds quand on parle des zones humides. Absolument. On parle des bas-fonds. Même si un bas-fond peut perdre au fil des années ses caractéristiques de zone humide pour devenir zone habitable, il n'en demeure pas moins que ce que nous avons constaté quand vous prenez les premières cartes, les premiers plans
de la ville, vous constatez que où les gens sont aujourd'hui installés là, ce n'est rien que d'autre que des bas-fonds. Vous savez, le développement chez le président Patrice Talon, s'il s'agit du développement, il fonce. Moi, je crois que il y a quelques mois en arrière, l'État avait instruit les communes à faire le point des opérations de lotissement et de voir, le gouvernement va voir s'il faut même annuler certaines opérations de lotissement. Et quand on parle d'annulation, attention, ça veut dire que vous avez loti ou vous n'aurez dû pas loti parce que c'est une zone humide. Alors, on annule et on peut déguerpir des gens pour laisser place à l'eau de circuler. Donc, il y a des canaux de canalisation qui sont en train d'être réalisés. On a vu également des bas-fonds qui ont été aménagés tout à l'intérieur de la ville de Cotonou. Je dis, si vous ne sortez pas... Où l'on peut faire la pêche, l'on peut faire d'autres choses. Pour permettre également à l'eau de circuler. Ces réceptacles d'accueillir l'eau pendant la saison des pluies. Pendant la saison des pluies. Moi, j'ai été, il y a quelques mois, tout juste derrière le CG Verdoko. Oui. Mais ce que j'ai vu était splendide. Parce que je connaissais la zone il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai dit, mais c'est formidable. Alors, ce sont ces actions qu'il faut pérenniser pour pouvoir, un temps soit peu, régler le problème de l'installation anarchique et de l'embellissement de la ville de Cotonou. Seulement que c'est un réveil tardif, mais qu'il faut saluer parce qu'on aurait pu avoir d'autres visionnaires qui auraient pu déjà régler les problèmes d'inondation à Cotonou en posant ces actes. Espère Moussé, nous sommes au thème de cette première partie de cette émission qui concerne l'entretien. Et pour rappeler à ceux qui viennent de prendre cette émission au vol, nous parlons de l'occupation des terres dans la ville de Cotonou, traces du passé, mais également les enjeux du présent. Nous sommes partis de la période coloniale pour parler quand même de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché pour qu'on ait pour conséquence l'occupation observée de la ville de Cotonou. C'est bien cela, Monsieur Daouda Moussé. Alors, nous allons donc passer à la deuxième rubrique de cette émission qui concerne les erreurs à ne pas commettre. Vous allez donc nous en donner quelques-unes avant qu'on ne clôture cette émission. Retour sur ce plateau avec mon invité dans ce studio, c'est bien Daouda Moussé, expert juriste foncier. Nous sommes en train de parler de cette question d'occupation des terres dans la ville de Cotonou, traces du passé, enjeux du présent. Dites-nous, expert Daouda Moussé, quelles sont les erreurs à ne pas commettre par les populations en ce qui concerne le thème dont nous débattons ce soir? Merci à vous, monsieur le journaliste. À l'entame de cette émission, nous avons démontré qu'aujourd'hui, la vente des terres est du ressort principalement des citoyens béninois et non pas de l'État. Ça voudrait dire quoi? Les terres appartiennent aux personnes physiques, aux individus qui ont la liberté de vendre ou de ne pas vendre. Alors, la première, s'inscrivant dans cette logique, ce fichier, la première erreur à ne pas commettre par les populations, c'est déjà quoi? Lorsque des gens viennent vous proposer des parcelles à acheter dans la ville de Cotonou, pour ne pas citer que cette ville, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, j'invite les populations, toutes catégories confondues, à procéder à une opération qu'on appelle le contrôle
du levé topographique. Le contrôle du levé topographique. En français facile, monsieur le journaliste, on vous propose une parcelle dans la ville de Cotonou. Dites à la personne, est-ce que vous pouvez avoir le levé de la parcelle fait par un géomètre expert? Il vous amène le levé et vous faites vérifier ce levé à travers l'Agence nationale du domaine et du foncier. Ça ne vous coûte rien que 500 francs. Wow. Et vous avez le résultat en 72 heures. 500 francs pour faire le contrôle. Je voudrais remercier pour ces réformes le docteur Koublenou, Victorien, le directeur de l'ANDF. Directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier pour ces avancées. Parce que ailleurs, quand vous allez dans d'autres institutions, semi-étatiques, je ne veux pas appeler son nom, ce contrôle est à 50 000. Ce contrôle est à 50 000. À l'ANDF ici, c'est à 500 francs ce contrôle. Alors, le contrôle du levé, monsieur le journaliste, va vous permettre systématiquement déjà d'éviter quoi? De constater quoi? De constater systématiquement que la parcelle qu'on vous propose n'est pas dans une zone humide. C'est très important. Si vous l'achetez physiquement, sans ce contrôle, demain, l'État va vous dégager sans vous dédommager. Parce que vous avez choisi d'aller acheter une zone humide. Alors que vous ne pouvez pas systématiquement apprécier une parcelle qui est dans une zone humide. Il faut la faire vérifier. Vous pouvez penser que ce n'est pas dans un bas-fond alors que c'est dans un bas-fond. Donc, le contrôle du levé topographique, qui n'est qu'à 500 francs en ligne, c'est-à-dire depuis votre lit, en ligne, vous payez 500 francs, vous avez le résultat. Vous ne bougez pas, vous ne faites pas de fil, vous ne vous tracassez pas, personne ne vous rançonne. Vous payez vos 500 francs à travers Momo Pay là, et vous obtenez systématiquement en 72 heures le résultat. Est-ce que c'est dans la zone humide? L'État vous dit ça, la NDF. Est-ce que c'est objet de litige? On peut vous dire ça. Est-ce que la parcelle là a un titre foncier sur un autre titre foncier de sorte qu'il ne faut pas acheter ça? On va vous le dire. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est systématiquement, puisque c'est nous, le marché foncier se fait entre les individus. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas vérifier, de ne pas faire la vérification dont vous parlez via les services de l'ANDF. Qui sont compétents pour pouvoir nous donner lever des zones d'ombre sur toutes les parcelles au Bénin que nous désirons acheter. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, vous voyez, aujourd'hui, nous constatons que des commerçants en grive discutent les trottoirs avec les piétons. Je veux parler de l'installation anarchique qui rend très vilaine la ville de Cotonou. Mais des efforts sont faits dans ce sens, mais il y a certains qui continuent d'occuper les trottoirs. Nos conseils vont à l'encontre de ceux-là qui résistent encore. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas s'installer sur les trottoirs. C'est une erreur. C'est une erreur de ne pas... Ce sont des espaces publics. Vous ne pouvez pas vous installer, vous ne pouvez pas sortir vos boutiques. C'est-à-dire prolonger vos boutiques sur des trottoirs qui sont réservés aux piétons. D'accord. Et nous voyons ces légions aussi de voir des gens qui ont leur portail, mais qui dressent une sorte de pente pour même, c'est-à-dire ça occupe la moitié déjà de l'avant. Non. Votre parcelle s'arrête, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, au niveau de vos portails.
Les pentes qui vous permettront de... À combien de mètres? 1 mètre, 2 mètres? Vous n'avez pas de... Le 0 cm, vous n'avez pas à partir de vos bornes. Votre espace là, privé là, s'arrête où vos bornes s'arrêtent. Ah bon? Donc, c'est très dangereux. Et comment sortir de nos maisons? Vous sortez de vos maisons, l'État ne vous a pas dit de venir construire des pentes pour empêcher d'autres de circuler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une voie publique. Vous ne débordez pas. Vous ne débordez pas. Vous ne débordez pas comme vous ne faites pas ce que nous constatons pour salir la belle ville que le président Talon est en train de construire depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous constatez? Mais vous vous habillez et vous partez pour le boulot. À 7 heures déjà, vous voyez des gens, des enfants, même de grandes personnes allègrement. Ils font quoi? C'est-à-dire, ils savent que leur coup là, ça les appartient. Les résidus de tout ce que vous, quand on finit de nettoyer les marmites, etc., eux, ils ne versent pas ça sur leur cou. Ils versent ça où? Ils viennent verser ça allègrement dans les vents. Si vous étiez à pied, c'est que... on vous éclabousse. Merci. Et les plans de construction nous contraignent à avoir des puisards, etc. pour tout cela. Il paraît que les puisards ne doivent pas rester à l'extérieur des maisons. C'est clair, à l'extérieur, c'est un domaine public. Vous êtes sanctionné. Vous êtes sanctionné. Donc c'est tout cela qui émousse l'effort du gouvernement et qui rend... Les étrangers viennent. On voit. Et des fois, c'est des eaux puantes. Ce n'est pas ce que nous disons là. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des gens qui tentent de verser ça sur des voies bitumées, sur des voies pavées. C'est pour salir l'effort consenti par le gouvernement pour rendre la ville de Cotonou agréable. C'est des petits points qui sont très dangereux parce que aujourd'hui, qui sont des erreurs à ne pas commettre. Aujourd'hui, ces gestes-là ne sont pas non seulement civilement punis, c'est pénalement puni. Ça veut dire, lorsqu'on vous prend, on peut vous jeter en prison pour avoir sali l'espace public. Espère Daouda Moussé, nous sommes au terme donc, de cette émission que nous avons animée jusque-là avec votre présence sur ce plateau. Quel sera votre mot de la fin? Je voudrais déjà remercier le président, son Excellence Patrice Talon, pour les efforts incommensurables au thème de 9 ou 10 ans qu'il a eu à faire. Il n'est pas le seul. Le remercier avec l'ensemble de son gouvernement, ses ministres, parce qu'il faut être vraiment un intellectuel de mauvaise foi. C'est une manière pour vous de lui dire au revoir, puisque dans quelques mois, il va partir. Oui, mais je crois qu'avec le nouveau président qui vient, excusez-moi, c'est mon choix par nature. Je veux parler du ministre Wadaï. C'est mon choix par nature et je souhaite qu'il soit là. C'est une continuité. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, je voudrais le remercier pour ses efforts consentis pour pouvoir transformer. Moi, j'ai eu la chance, quand on était en offre, j'ai eu la chance d'aller dans d'autres villes, à côté de nous, des villes limitrophes. Et c'est là que je me réjouis de ce que le président Talon a fait. Je dis, mais non, ce pays ne peut pas s'égaler à la République du Bénin. Et c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. Ça, il faut le reconnaître. C'était une parenthèse, donc, pour finir. Alors, donc, je voudrais attirer l'attention des populations que salir
la place publique, salir toute une ville, n'est pas seulement aujourd'hui le fait des amendes. On peut aller des amendes à des punitions de peine pénale. Il faut que nous sachions raison garder pour ne pas détruire si facilement l'effort que le gouvernement fait au quotidien pour rendre cette ville belle. Il ne faut pas acheter des terrains où l'État refuse de construire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons dit ici. Au gouvernant, je réaffirme ma volonté de les voir désormais avoir des réserves foncières, c'est-à-dire anticiper pour acheter volontairement de grands espaces, histoire de seconder cette politique de logements sociaux qui est déjà en vue. Toutes les fois que les gouvernements, y compris même les collectivités territoriales, pensent à anticiper, à acheter des espaces, dès qu'ils ont des projets, ils n'auront pas de difficulté à réaliser leurs projets. Et ça, c'est une politique de gestion de l'espace public. Daouda Moussé, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes expert juriste foncier, vous êtes spécialiste de processus d'expropriation et de processus de réinstallation des personnes affectées par l'expropriation. Vous êtes également médiateur et agréé en prévention et règlement des conflits près le CAMEC Bénin. Vous êtes enseignant formateur en gouvernance foncière et en bail d'habitation. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur les politiques foncières béninoises. Vous êtes président de l'ONG Sauvons la Terre, une ONG d'ailleurs qu'on peut consulter, sur laquelle l'on peut en savoir un peu plus sur le site www.slt.com et également via TikTok, Facebook. Merci d'être venu une fois encore, expert Moussé, éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à l'occupation des terres dans la ville de Cotonou, enjeux et traces du passé. Merci une fois encore à vous, expert Daouda Moussé. Une fois encore, c'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation avec à sa tête Marcel Yedo. On remercie Gis Domingo, l'expérimenté de l'équipe. Merci également à Alain Alou qui est resté au son. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.